Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Attachez vos ceintures, en route pour 1986. L'année où Microsoft est entré en bourse et l'Oprah Winfrey Show a commencé. L'époque où Wayne Gretzky était au sommet avec les Oilers d'Edmonton, où il a battu son propre record de la LNH de plus d'aides et de plus de points en une saison. Des records qu'il détient toujours aujourd'hui. Mais maintenant, écoutons ce dont la Chambre débattait à l'époque. Les questions orales. Le leader de l'opposition. Monsieur le Président, ma question aujourd'hui ne s'adresse pas à l'équipe A qui travaille trop, ni non plus à l'équipe DC, mais elle s'adresse plutôt au procureur général. Et la voici. Oui, c'est le député de Kingston et les îles, certes. Donc, ma question que je adresse donc au procureur général, au solliciteur général, pardon. Ma question est donc la suivante. Les chefs policiers en Ontario ont indiqué à haute et intelligible voix qu'ils étaient contre cette vente en épicerie parce que cela risquerait de créer des troubles sociaux. Si vous représentez-vous donc la position que représentent les Ontariens? Je ne peux pas prendre une décision à cet égard en tant que solliciteur général. Et tous ceux qui ont endossé cette proposition, je respecte les policiers qui ont décidé de le faire et je suis prêt à appuyer le projet de loi qui a été proposé ici au sein de cette Chambre. Donc, s'ils veulent être contre ce projet de loi, comme bon leur plaise, c'est leur droit. Mais si on examine d'autres municipalités, d'autres provinces ou même ailleurs aux États-Unis, et si l'on examine donc cette initiative moderne et qui reflète les besoins de notre époque, cela révèle que cela ne justifie pas les commentaires formulés par le leader de l'opposition. Et il n'y a pas de signe de problèmes sociaux qui affligeraient la société. Supplémentaire. Moi, j'indique au solliciteur général, à l'ordre. Je vais attendre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Supplémentaire. La question est donc la suivante. Le député de Timiskaming appuie aujourd'hui comme il l'a fait il y a 3 semaines. Donc, la question qui s'adresse au solliciteur général est la suivante. Il semblerait que lui n'est pas d'accord, n'appuie pas les chefs policiers de l'Ontario alors qu'il devrait les représenter. Alors, j'aimerais citer les statistiques fédérales qui indiquent qu'en 1985, les accidents qui résultent de conduite en état d'ébriété pour les jeunes âgés de 16 à 19 % représentent 23 % de tous les décès et que sur 1000 personnes tuées en accident d'automobile, 50 % étaient en état d'ébriété et en fait 20 % de ces personnes mortes ont 19 ans ou moins. Alors, étant donné ces chiffres, n'êtes-vous pas prêt en tant que solliciteur général d'appuyer les policiers de l'Ontario et de dire à vos collègues que
En fait, une recrudescence du taux de mortalité chez les jeunes, étant donné la boisson, est quelque chose d'intolérable. La question quant à savoir nos lois ici n'a rien à voir. Or, certes, on a des lois et elles s'appliquent et elles sont suivies à la lettre sur nos autoroutes, mais ces statistiques, on examine les statistiques de cette année par rapport à celles de 84, on voit qu'il y a par exemple seulement 29% des décès qui ont été causés par cela. Et comme le commissaire m'a dit, on est là. Mais comme nous sommes des fonctionnaires, nous appuierons toujours les règles que vous déciderez bon et que vous appuyez. Supplémentaire, je n'ai pas de questions concernant le dévouement du commissaire de l'Ontario. Mais j'aimerais simplement attirer votre attention à l'impact que peut avoir cette réglementation. Supplémentaire, contrairement aux plaintes ou suggestions qui ont été formulées par votre patron, le procureur général, on a vu qu'au Québec, après que le Bill 21 a été accepté, qu'en fait, les accidents ont augmenté de 46,9 dans certaines régions et de 26 dans d'autres régions. Alors, étant donné ces statistiques qui montrent clairement, j'insiste au procureur général, qu'en fait, il y a eu une augmentation des taux d'accidents suite à l'état d'ébriété après qu'on ait introduit ce projet de loi. Êtes-vous prêt donc à accepter ça et ne seriez-vous pas prêt à examiner de nouveau votre point de vue? Or, j'aimerais souligner que les problèmes du Québec et de l'Ontario ne sont pas les mêmes. Comme beaucoup d'autres choses, il est difficile de faire une comparaison ici. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question, le leader de l'opposition. Oui, il faut faire attention. La question s'adresse donc au Premier ministre. Au cours de ces quelques jours, il a rappelé à la Chambre qu'il veut faire attention quant à la réponse pour ce qui est de la prime de départ remise à l'ancien greffier. Par conséquent, il ne veut pas répondre à une question, par exemple, que peut-être le Premier ministre l'a retiré de son poste pour des raisons de manque de confiance. J'aimerais en fait proposer certaines choses cet après-midi parce que j'aimerais que la réputation de l'ancien greffier ne soit pas ternie. Ma question est donc la suivante. Êtes-vous d'accord avec moi que l'ancien greffier est aujourd'hui bel et bien capable d'assumer ses fonctions? J'indique à mon honorable collègue que cela me met toujours dans une situation difficile lorsqu'il fait allusion à cela. Je ne veux pas paraître bourru ici. Je vais vous lire donc ceci. J'ai déjà eu ce genre de situation à Kenora. Mon honorable collègue se souviendra. Et moi, je demandais seulement 7 $ à Kenora. C'était la seule personne qui s'est montrée le bout du nez. De toute façon, je refuse d'entamer des discussions pour ce qui est de la personnalité ou de ses capacités de remplir les fonctions au sein de la Chambre. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je me répète si vous voulez. Le moment était venu pour effectuer des changements et nous avons fait les changements que nous pensons qui étaient nécessaires. Et il y a beaucoup d'autres changements qui devront être apportés. Supplémentaire. Je devrais apporter certaines corrections. Je n'étais pas à Owen Sound hier soir, j'étais à Sarnia, où il y avait 120
médecins qui étaient fort mécontents parce qu'ils protestaient contre certaines propositions apportées par votre gouvernement. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Supplémentaire. J'étais là simplement pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Supplémentaire. La question, donc, supplémentaire. Oui, il semblerait qu'il y ait des renseignements erronés divulgués ici. Alors, la question concernant le greffier est la suivante. Ma question, donc, est la suivante. S'il pense que c'était là quelque chose d'erroné que d'offrir au greffier la sécurité d'une nomination à vie, pourquoi donc, lors du décret, est-ce que le gouvernement lui a offert, encore une fois, des indemnités à vie? Je comprends fort que 120 personnes étaient après lui hier soir, après le leader de l'opposition. Mais ce n'est pas le cas ici. Les décrets peuvent être modifiés suivant une certaine loi. Et nous avons en fait essayé d'anticiper. Et je suis sûre que nous n'aurons pas de problèmes qui seront insurmontables. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de tirer au clair une loi que vous avez promulguée, entre autres, qui a fait que le greffier a eu une nomination à vie. Certes, ça vous devez le comprendre, parce que ce sont vous et vos collègues qui ont promulgué cette loi à l'époque. Ce n'était pas nous. Dernière supplémentaire. J'aimerais lire au Premier ministre que le porte-parole de l'époque, M. Jim Bright, qui s'adressait aux députés, donc, a indiqué il a quitté, mais lui n'a pas eu le genre de prime de départ que d'autres ont eu en quittant ici. Donc, je cite, à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Dernière supplémentaire. M. Bright a donc dit, que je cite directement du Hansard, les termes donc qui ont été précisés dans les modifications sont tout à fait acceptables et on devrait tenir compte donc de la personne et on ne devrait pas retirer les personnes des fonctions qu'ils remplissent, certainement pour un caprice, mais simplement si tout le monde est d'accord. Alors voilà pour ce qui est de la position ou du point de vue du Parti libéral lorsqu'on voit qu'il va payer quelques 2 millions de dollars pour le départ du greffier. J'ai le décret ici avec moi. Et on voit ici qu'on engage le nouveau greffier et on voit donc que ce nouveau greffier soit embauché et que la durée de son emploi dure tant et aussi longtemps que tout le monde est d'accord. Alors voilà ce qui nous coûte 2 millions de dollars, donc. À l'ordre. À l'ordre. Y a-t-il une supplémentaire, oui ou non, honorable député de l'opposition? Est-il juste ou non de dire qu'en fait, vous avez licencié l'ancien greffier et que vous avez ensuite négocié sa prime de départ, tout comme vous avez choisi le nouveau greffier et que ce greffier-ci aura le droit aussi d'être embauché à vie si on le juge bon? En fait, les membres de votre parti ont également participé à cette entente. Et je ne suis pas d'accord avec ce que dit l'honorable député.
Nouvelle question, député de York South. J'aimerais simplement poser une question au Premier ministre, étant donné que le ministre de la Santé n'est pas là. Ceci concerne les médecins. Je me demande si le Premier ministre pourrait formuler certains commentaires, parce que, par exemple, Mme Gertrude Goltz, qui touche des pensions et qui vit dans la région près de Sudbury, et elle a dû payer 25 $ à son ophtalmologue pour avoir droit à cette lettre. Et en plus, ce médecin a demandé 10 $ pour remplir certains formulaires. Madame Gould est une personne à la retraite. Et si l'on tient compte du projet de loi 94, on peut voir que les gens du nord de l'Ontario ont certains droits aussi. Et ici, on voit le cas où un médecin demande 35 $ à une personne de l'âge d'or afin que cette personne puisse obtenir les soins nécessaires à Toronto. J'aimerais simplement vous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette érosion de Medicare et de voir ce qui se passe, étant donné qu'on a passé le Bill 94. J'apprécie le fait que vous attirez l'attention à cette question. Nous avons hâte d'avoir un système mis sur pied qui ne pose pas ce genre de problème. Même si ce cas bien particulier ne m'est pas connu, on a mené certaines enquêtes. Certaines personnes sont assurées, d'autres pas. Je ne peux pas vous donner des exemples concrets pour ce qui est de votre exemple en particulier. Je vous remercie de m'avoir remis ces renseignements et j'attends d'autres détails. J'espère que vous avez plus de chance que mon collègue de Sudbury Est. Il a posé une question le 18 août. Je me demande si le Premier ministre est au courant qu'en Ontario, les obstétriciens réclament 150 $ pour les femmes enceintes et qui attendent un enfant. Je voudrais demander au Premier ministre s'il est au courant de cette situation et qu'est-ce qu'il entend faire. Je ne suis pas au courant de ce cas en particulier et d'autres cas. J'ai été averti d'autres cas, mais je ne suis pas tout à fait au courant de l'étendue de cette pratique. Je regrette, mais je ne peux pas donner une réponse définitive aux députés. Mais c'est une situation que nous allons surveiller de près. C'est en fait la même réponse que le Premier ministre et le ministre de la Santé ont donné il y a quelque temps quand nous avons parlé d'une question semblable. Le Premier ministre n'a rien fait, tandis que des médecins ont mis sur pied une stratégie pour passer à côté du projet de loi 94. Dans l'éditorial de Ontario Medical Review, avec la loi sur l'accessibilité, nous allons charger pour des services qu'auparavant nous ne chargions pas, afin de pouvoir faire face aux dépenses supplémentaires de la pratique de la médecine et d'encourager le financement du système médical. Le Premier ministre a parlé souvent de la nécessité d'obtenir des fonds privés pour les soins médicaux. Je me demande jusqu'à quel point la situation médicale de l'Ontario profite de sa situation particulière. Je ne suis pas toujours d'accord avec la situation médicale et ce qu'ils ont dit dans l'éditorial ne me surprend pas. Nous ne partageons pas cette opinion et le député va se rappeler qu'au printemps dernier, nous avons traversé une période difficile. Nous avons eu des discussions difficiles avec les médecins et nous ne voulons pas exaspérer les médecins. Il y a une espèce d'entente entre le gouvernement et les médecins
Nous ne voulons pas passer de loi rien que pour le plaisir de passer de loi. Et je dois dire que je vais jeter un coup d'œil très sérieux au point de vue que vous avez soulevé. Nous allons essayer d'étudier l'étendue de cette pratique afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires. Nouvelle question, le député de York Sud. Ma question s'adresse au trésorier. Le chef de l'opposition et le ministre des collèges et des universités et moi-même avions assisté à une manifestation qui concernait le sous-financement de nos universités. Le ministre des collèges et des universités a tenu à faire savoir qu'il avait l'intention de parler au comité des priorités du cabinet. Je voudrais demander au trésorier quelle est la position, si la position du ministre, s'il a l'intention de reconnaître la nécessité d'injecter de fonds de l'ordre de 170 millions au moins. Est-ce qu'il a l'intention d'augmenter le financement des universités par 233 millions de dollars ou est-ce que c'est l'intention du trésorier d'injecter 450 millions de dollars? Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour assurer le financement approprié de nos universités? Monsieur le Président, j'ai l'intention d'assister à cette réunion cet après-midi et je vais écouter ce que le ministre va déclarer. Nous avons l'intention de discuter de ces questions et déterminer le montant qui servira à financer les universités. Le député devra savoir que le sous-financement de nos universités ne date pas d'hier. Nous avons l'intention d'inverser la vapeur et nous avons l'intention d'accorder 8% qui est le double du taux d'inflation. Et 46 millions de dollars seront destinés aux immobilisations. Je tiens à souligner que nous respectons nos engagements, les engagements que nous avons faits, et nous avons l'intention d'ajouter 60 millions de dollars de plus. Les 60 millions de dollars qui a été alloué au collège. Je n'ai aucune honte de cet engagement et les étudiants qui manifestaient devant l'Assemblée, bien sûr, voudraient voir plus. Je ne sais pas au juste ce que le député voulait savoir, mais j'ai indiqué que le montant que nous allons transférer serait au moins égal au taux d'inflation. Question supplémentaire? Je crois que le trésorier devra reconnaître que le ministre des collèges et universités devrait écouter le docteur Poliani, qui n'est pas intéressé par la politique. Il a déclaré que le sous-financement des universités n'est pas seulement sérieux, mais il s'agit d'un cas désespéré. Il est l'un des rares prix Nobel du Canada et c'est quelqu'un dont on a parlé hier dans cette chambre. Je veux savoir si c'est l'intention du trésorier de tout simplement accorder des augmentations suivant le taux d'inflation et si 9 fois sur 10, peu importe comment vous calculez, il faut une injection d'au moins 170 millions qui devrait être supérieure au taux d'inflation.
Et qu'est-ce que le trésorier a l'intention de faire? Le docteur Polanyi a eu la possibilité d'exprimer ses opinions et j'en suis très heureux. Et je suis aussi très heureux qu'il ait pu continuer son travail à l'Université de Toronto. En ce qui concerne le financement, nous avons l'intention d'exprimer très clairement aux députés et à d'autres personnes que le financement ne se fait pas seulement par rapport au taux d'inflation. L'année dernière, c'était le double du taux d'inflation, c'est-à-dire 8 en immobilisation. J'aimerais aussi dire que le président ainsi que les étudiants nous ont fait connaître leurs opinions et les députés ainsi que d'autres devraient savoir qu'il s'agissait là d'une question très importante dans les élections d'il y a 18 mois. Nous avons établi nos priorités et nous avons commencé d'une manière positive à déplacer l'Ontario de la stagnation où elle se trouvait. Dernière question supplémentaire. La situation dans laquelle les universités se trouvent est une que n'importe quel observateur qualifierait de critique. Je voudrais demander si c'est dans quel état se trouvent les autres États qui sont en concurrence avec l'Ontario. Ces systèmes qui servent qui sont en place dans les États comme Michigan, Ohio et l'Illinois ont tous augmenté leur financement au cours des 5 dernières années. Et il n'y a aucun parallèle entre eux et la province de l'Ontario. Et le trésorier doit savoir, je voudrais lui demander, est-ce qu'il ne se rend pas compte que si la stratégie du gouvernement pour la haute technologie est quelque chose de sérieux et pas seulement une question de rhétorique, si son engagement à la démocratie est réel, et je pense que c'est vrai, est-ce qu'il ne se rend pas compte que l'utilisation du taux d'inflation comme barème n'est pas suffisant et qu'il faut des fonds supplémentaires? Monsieur le Trésorier, Monsieur le Président, je connais très bien les statistiques qui proviennent des divers États et le financement dont ils disposent est supérieur au nôtre. Le député a aussi parlé de l'engagement à la promotion de la haute technologie dans la province et au comité spécial du Premier ministre qui étudie le financement d'1 milliard de dollars au cours des 10 prochaines années, 100 millions de dollars cette année et 15 millions de ce fonds est destiné aux universités. Ce montant sera payé cette année. Je ne veux pas démentir que la situation que nous avons héritée est critique et très mauvaise. Ce n'est pas une situation que nous souhaitons. J'espère que l'annonce qui sera faite plus tard, dans le courant de l'année, sera acceptable à tout le monde, à tous les députés. Nouvelle question. À l'ordre. Nous avons enfin atteint le moment où nous pouvons permettre à d'autres personnes de poser des questions. Le député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre du Commerce et de l'Industrie. Pendant l'été, le Premier ministre a fait une tournée dans le nord de l'Ontario, où il a dit « Dites-nous ce que vous voulez. En ce qui concerne les emplois, parlez-nous des initiatives afin que nous pouvons prendre des mesures. » Les travailleurs des forêts, les mineurs, les travailleurs de la sidérurgie dans Sault Ste. Marie, vous ont fait part de leur opinion. Quelles mesures avez-vous prises? Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous étiez ici hier, mais une question semblable a été posée par un de vos collègues et j'avais dit qu'il y a eu plusieurs mesures prises par
ce gouvernement, plus de mesures prises au cours des quelques derniers mois qu'au cours des 42 ans de règne conservateur. Encore une fois, j'aimerais dire que nous avons l'intention, je vais citer des cas où nous avons déplacé des ministères vers le nord afin d'obtenir des conseils des gens du nord de la province. En fait, la Société du développement de l'eau de l'Ontario a investi 25,4 millions de dollars et nous avons créé 2600 emplois. Nous avons adopté beaucoup de mesures concernant le nord de l'Ontario, tout ça en vue de créer des emplois. Question supplémentaire? Bien sûr, nous reconnaissons que vous êtes intéressés à donner des emplois au salaire minimum. Ce que j'aimerais vous poser, c'est que, en tant que ministre, vous devez sûrement réaliser que les travailleurs du Nord peuvent bénéficier de la prospérité du sud de la province. Êtes-vous prêt à mettre sur pied des programmes qui viseraient la fabrication des pièces, à inciter des fabricants du sud-est asiatique à investir dans le Nord? Avez-vous un tel programme? Monsieur le ministre, une des choses que je devrais mentionner et qu'on mentionne constamment à ces gens-là, c'est que dans la province de l'Ontario, c'est que nous essayons d'implanter le plus possible des industries dans la partie du nord de l'Ontario qui a été très négligée, ainsi que l'est de l'Ontario. Nous essayons de faire connaître à toutes les industries qui veulent s'implanter dans la province des besoins du nord de l'Ontario. Le député de Durham-York. Le député de Beaches-Woodbine. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce. Cette semaine, pendant que la Commission hippique de l'Ontario étudiait une demande de l'Association des jockeys de l'Ontario, la Commission a pris une décision, mais elle n'avait pas la juridiction de le faire vraiment. Elle n'a pas consulté les églises locales, les marchands locaux, concernant les possibilités de loisirs dans les beaches. Étant donné que l'interprétation de le mandat veut dire que les résidents n'ont pas de tribunal pour se protéger, la question, est-ce que le ministre va considérer la modification de la loi pour assurer que les gens peuvent partager? Monsieur le Président, la question concerne quelque chose qui est étudié actuellement par la Commission. Je voudrais dire que cette Commission n'a juridiction que sur les questions hippiques. Le reste relève du Conseil municipal. S'il s'agit du bruit, des voitures qui stationnent, etc., il faut s'adresser au Conseil municipal. Question supplémentaire. Étant donné que tous les membres de la commission hippique sont des gens qui viennent du monde hippique et il peut y avoir un conflit d'intérêts, est-ce que le ministre veut bien mettre sur pied un tribunal indépendant qui peut recevoir les griefs des habitants, étant donné que les municipalités n'ont pas le pouvoir de trancher de telles questions? Monsieur le Président, au terme des arrêtés municipaux,
Les municipalités ont le droit de décider s'il peut y avoir un hippodrome ou non. Et quand ils prennent leur décision, les gens peuvent faire connaître leur décision s'ils veulent un hippodrome ou non. L'hippodrome est là et l'Association des jockeys de l'Ontario a fait sa demande d'organiser des courses hippiques le dimanche. Maintenant, il reste aux municipalités de décider s'ils veulent avoir ces courses ou non. Au cours de l'audience, les avocats ont appris cela. Je dois dire que je sympathise avec les gens de la région, mais la commission hippique n'a pas le droit de s'occuper de ces questions. Nouvelle question. Le député de Brampton. J'ai une question pour le trésorier. Je voudrais savoir quand mon... Ce n'est pas la question. J'aimerais savoir, Monsieur le Trésorier, récemment, le ministre des Finances fédéral a parlé d'une diminution des déductions pour le régime de retraite de l'ordre de 7 500. Je voudrais savoir s'il y aura une augmentation semblable pour ceux qui ne sont pas leur propre compte et quand cela aura lieu. Le trésorier, cette annonce a été faite, Monsieur le Président, quand j'étais à l'étranger. Toutefois, si je me souviens bien, la disponibilité des régimes de rente enregistrés pour la retraite concerne les gens qui reçoivent des salaires élevés aussi bien que ceux qui reçoivent des salaires peu élevés. J'avais l'impression que cette décision favoriserait les riches plutôt que ceux de la classe moyenne ou ceux qui sont pauvres. Et j'avais l'impression que le gouvernement du Canada travaillait surtout pour les riches. J'aurais aimé que le ministre des Finances laisse de côté la réforme fiscale. Question supplémentaire. Je n'ai pas de question supplémentaire. Nouvelle question. Le député de Sudbury-Est. Monsieur le Président, j'ai une question adressée au ministre des Affaires municipales. Le ministre devra savoir que 107 arpents de Durham Trail ont été appropriés, ont été vendus à 174 $. L'acheteur a payé 57 $ de taxes sur ces arpents. Si c'était été destiné aux mines, pourquoi est-ce que le ministère a permis la subdivision en propriété pour des chalets? Question. Je ne me rappelle pas de l'échange en 1936 et 1941, mais nous allons l'étudier. Étant donné que la terre en question a été achetée à 3 $ l'arpent et payée sur une période et la taxe payée sur une période de 40 ans est de 50 cents l'arpent, au coût de 10 à 15 $ le lot, et que Falconbridge est à la fois le vendeur et l'hypothécaire, ils sont censés quitter d'ici la fin de décembre. Est-ce que le ministre ne se rend-il pas compte que la terre que Falconbridge essaie de vendre vaut environ plus de 5000 fois le prix qu'ils ont payé et que les droits miniers
Et ces gens qui ont acheté n'ont pas payé le prix approprié. Monsieur le Président, encore une fois, j'avais dit au député que je vais lui donner une réponse dans un délai de 24 heures et le député de Fort William. Je voulais poser une question au Premier ministre, mais je vois qu'il n'est pas là. Je poserai la question au chef du gouvernement en chambre. La vente du ITDC a entraîné le licenciement de 50 personnes à Kingston et 50 à Thunder Bay. Le premier ministre adjoint doit être au courant du fait que les services à Thunder Bay ont été diminués et que des travailleurs syndiqués ailleurs perdront certains de leurs avantages. Il n'y a pas eu de garantie d'emploi, comme c'était le cas avec Lavalin. Qu'est-ce que le ministre compte faire? Puis, OK, c'est possible. J'aimerais poser cette question à l'honorable ministre de Transport. J'aimerais rassurer le député de Fort William qu'en fait, il n'y a pas eu de nouveaux congédiements et que toute modification apportée au personnel ont été annoncées voilà quelque temps. Il n'y a pas eu de congédiements supplémentaires. Certes, il y a eu certaines modifications qui ont eu lieu. Il y a certains mouvements entre Thunder Bay et Kingston, mais je ne pense pas que ce soit aux dépens de qui que ce soit. De toute façon, pour ce qui est des avantages sociaux, médicaux et autres, mais je vous promets que je vais mener d'autres enquêtes et s'il y a quelque chose à dire, je vous fournirai les renseignements supplémentaires. Député de Mississauga. J'ai une supplémentaire également qui s'adresse au ministre. Je suis désolée que le premier ministre n'est pas là, mais étant donné les préoccupations déjà mentionnées, est-ce que le ministre va déposer à la Chambre tous les documents qui concernent l'accord final entre Lavalin et la province? Et serait-il disponible sur le champ? Monsieur le Président, je pensais que ça avait déjà été et que ça a été remis au comité afférent. Ça n'a pas été fait et certes, cela sera fait. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de la Santé. Pour ce qui est maintenant d'une maison de convalescence à Ellendale, à Perth, il semblerait que les 5 semaines qui sont écoulées entre le 8 juillet et 31 août, 3 résidents sont morts, un de 12 ans, un de 20 ans et un de 22 ans. Est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce que votre enquête a trouvé, à savoir s'il y a une enquête ou pas pour ces morts de ces jeunes gens? Il y aura certes une enquête et on lui en avisera dès qu'on aura les résultats du coroner et je vais vous donner également la mise à jour là-dessus. Oui, la raison pour laquelle il est très important que le ministre participe ici, c'est qu'il semblerait que le jeune de 12 ans est mort d'une mort au berceau, ou le syndrome de la mort au berceau, et que l'autre personne de 20 ans est mort d'autres problèmes, de certaines obstructions, semble-t-il, et la personne de 22 ans est morte d'œdème. Donc, il y a quelque chose d'intéressant ici, et est-ce que le ministère va y voir? Monsieur le Président, certes, c'est certainement à l'esprit du coroner et c'est à lui de savoir s'il faut poursuivre l'enquête ou pas.
Si vous suggérez, Monsieur le député, qu'il y a certains manquements ici, je crois que vous devriez me faire savoir ces allégations et je suis prêt à vous fournir d'autres renseignements dès que les enquêtes seront effectuées par mon ministère. Nouvelle question. Le député de Durham et Simcoe. Centre. Merci, Monsieur le Président. Elle s'adresse donc au ministre du Tourisme et Loisirs. D'après la loi qui existe maintenant, presque 2/3 des profits de loterie vont à des fonds de recherche de cancer, recherche de santé. Pourquoi donc, au cours des 4 derniers mois, est-ce que votre gouvernement a tenté de faire peur à tout ce type de loisirs, ainsi qu'à d'autres associations culturelles et municipales de l'Ontario, par l'entremise de votre projet de loi numéro 38? Monsieur le Président, il n'y a absolument pas de message de crainte qui a été perpétré ici. J'aimerais simplement dire à la population d'Ontario qu'il y a eu plus de fonds ces temps-ci qui ont été remis à ce genre de centres récréatifs et d'autres associations, et ce montant est plus élevé qu'il n'a été depuis fort longtemps. À l'ordre. À l'ordre. Supplémentaire. À l'ordre. Je vais attendre. Supplémentaire. Supplémentaire, Monsieur le Président. S'il n'y a pas de crainte, par conséquent, il se peut également qu'ils ne reçoivent pas de courrier ou bien ne savent pas lire l'un ou l'autre. De toute façon, ma supplémentaire est la suivante. Monsieur le ministre, s'il n'y a pas l'intention de la part du gouvernement ou de la vôtre d'aider donc cet aspect de la culture, des sports, de faire des programmes, alors pourquoi est-ce que votre gouvernement va retirer, d'après l'article 9 de la loi 38, pourquoi va-t-il donc retirer cet aspect? Non, il faut tirer la situation au clair ici. Nous n'avons pas changé le libellé ici. Or, il faut voir qu'en 1983, il y a une certaine modification à cet aspect et il n'y a pas eu d'autres modifications depuis. Nous, depuis, avons fourni quelques 3,4 millions de dollars à ce programme et c'est notre premier ministre et notre trésorier qui ont offert 10 millions de dollars. Et c'est très clair ici. Et le peuple le sait, cela. Une fois encore, je vais attendre, je vais patienter. Non, je ne donnerai la parole à personne avant que tout le monde soit à l'ordre. Nouvelle question, le député de Sault Ste. Marie. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'ai une question qui s'adresse au ministre de la Technologie et du Commerce concernant la perte que l'on voit dans le nord de l'Ontario, surtout dans le secteur industriel. Si ces pertes continuent, de Algoma à Sault Ste. Marie, Terrace Bay, Gaelic-Sporth et puis Thunder Bear, Kikwik Mines, Timmins, et plus récemment, à Falcon Ridge, il y a eu beaucoup d'employés qui ont perdu leur emploi à Sudbury. J'aimerais demander donc au ministre, étant donné ce que vous avez l'intention de faire, étant donné qu'on veut donc voir ce qui se passe avec l'industrie en Ontario méridional, j'aimerais voir si vous êtes capable de donner un exemple quant à savoir ce que le gouvernement a fait pour aider cette industrie dans le nord de l'Ontario. J'aimerais remercier le député d'avoir posé cette question parce que c'est une préoccupation non seulement pour notre parti ou le nôtre, mais c'est une préoccupation pour nous tous, car nous sommes très déçus de voir la création ou le manque de création d'emplois dans le Nord et même la perte d'emplois. Et comme je l'ai indiqué aux députés de Cochrane et aux députés de Sudbury aujourd'hui, nous essayons de faire tout ce qui est en notre pouvoir de faire pour aider cette situation et je serais très heureux d'envoyer aux députés une liste de ce que nous avons fait pour aider justement le nord de l'Ontario pour créer des emplois. Également, je suis prête à lui montrer une liste des projets pour ce qui est du tourisme de cette région
Et nous avons également élaboré d'autres programmes. Mais je dois vous dire que nous ne sommes pas encore contents de la situation qui prévaut dans le Nord. Supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais répéter encore une fois quel est le point de vue des Ontariens du Nord. Ils ne sont pas contents avec ce qui se passe. Et la préoccupation ici est de savoir que nous avons besoin d'emplois dans le secteur industriel, dans le secteur minier, dans le secteur secondaire en manufacture. C'est ce qu'il faut dans cette région-là. Or, il semble qu'il n'y ait eu aucune initiative et par conséquent, il n'y a eu aucun emploi de créer dans cette région. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez faire quelque chose de concret pour s'assurer que nous avons des emplois créés dans le secteur industriel et non seulement dans le secteur du tourisme. Avez-vous entendu ce qu'il a dit pour ce qui est du tourisme? À Londres. Le ministre prendrait-il sa place, s'il vous plaît? Je suppose qu'on ne veut pas vraiment une réponse. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question. Le député de Cochrane Sud. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse au ministre du Commerce et de la Technologie. C'est la question qu'il a refusé de répondre hier. C'est-à-dire qu'il va y avoir une déclaration sous peu contre les mesures compensatoires. Hier, le ministre a indiqué qu'en fait, il ne comprend pas très bien les antécédents de cette question et les conséquences que ça peut avoir pour l'Ontario. Or, il semblerait qu'un ministre de l'ancien gouvernement est allé à Washington 4 fois, a rencontré Senator Apakwin de l'Oregon, le sénateur de Maine. Également, il a rencontré un haut fonctionnaire d'une association très importante internationale. Il a rencontré d'autres personnes afin de pouvoir veiller aux intérêts uniques de l'Ontario. Qu'avez-vous fait, vous, au cours de ces 4 derniers mois pour veiller aux intérêts et à l'industrie et au commerce de l'Ontario? Le ministre. Comme le député le sait probablement, nous attendons à ce qu'une déclaration soit formulée à un moment donné cet après-midi. J'aimerais également lui indiquer que de ce côté de la Chambre, nous avons été très actifs. Nous avons rencontré non seulement le ministre au niveau fédéral, mais également nous avons rencontré les ministres provinciaux des Richesses naturelles et du Commerce et moi-même et le ministre des Ressources naturelles avons rencontré le ministre des Richesses. Et nous allons donc nous rendre au Quenelle pour rencontrer son homologue pour voir quelle sera la réponse. Monsieur le Président, supplémentaire? Non? À l'ordre. Supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre de la Technologie et du Commerce? Je m'excuse, mais ça se passe à Washington, pas à la ville de Québec, ni à Ottawa. C'est à Washington ce qui se passe. Où vous trouviez-vous au cours des 4 derniers mois? Alors que pendant ce temps, l'enjeu, ce sont les emplois en Ontario. À la place de faire des rencontres en Ottawa ou ailleurs, qui est-ce qui s'occupe des emplois de l'Ontario? À l'ordre. À l'ordre. Je trouve la situation assez difficile ici. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai indiqué, nous pensons que des négociations comme celle-ci devraient être faites avec Pat Burney à Ottawa. Pat Carney, pardon. Et nous avons essayé de discuter de cela tous les jours. Nous travaillons avec elle tous les jours et nous sommes sûrs que cela portera fruit. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Qu'y a-t-il avec le député de Lincoln? Que se passe-t-il? Nouvelle question.
Le député de Hamilton West. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse au ministre des Affaires municipales. Il se souviendra qu'en l'automne de 1985, lorsque le projet de loi que j'ai proposé, qui devait voir l'élection pour un président régional et que cela reviendrait sur le tapis ici à la Chambre, et lorsque j'ai posé la question au printemps, il m'a répété encore une fois que cela serait discuté à nouveau. Et maintenant, je lui repose la même question. Quand est-ce que ce projet va revenir ici pour qu'on puisse agir et qu'on puisse adopter cette loi maintenant que nous avons l'appui des gens de notre région? Monsieur le Président, vous avez parfaitement raison. À notre programme, nous ne pouvions pas en traiter, c'était limité. Mais j'ai l'intention d'y voir et je vais essayer de me conformer au programme. Je me demande si le ministre pourrait être un peu plus précis, parce que, comme le président de notre région l'a indiqué récemment, les conseillers régionaux, municipaux, et le public également, par l'entremise d'une pétition, a appuyé cette motion. Donc, tout le monde est pour. Par conséquent, tout ce qui manque, c'est votre collaboration. Et j'espère que vous allez donner une date plus précise. Lorsque vous reviendrez ici à la Chambre, est-ce que vous vous assurez qu'il y aura une collaboration digne de ce nom? Je peux assurer l'honorable député que nous y baignerons et que le caucus l'examinera. Or, j'aimerais vous rappeler qu'en fait, c'est quelque chose qui est en cours depuis 6 ans. Donc, je ne pense pas que 5 ou 6 semaines de plus ou de moins va affecter la chose. Par conséquent, on va attendre que le caucus ait pu l'examiner. Nouvelle question, le député de Durham Nord. Merci, Monsieur le Président. C'est une question qui s'adresse au ministre de l'Agriculture et cela vient du manifeste libéral récemment publié. Et ici, au programme, on voit, à la rubrique 11, il s'agit de modifier le programme d'assurance des récoltes afin que l'on puisse avoir une assurance pour que les agriculteurs qui ont des récoltes sur plusieurs terrains puissent avoir une couverture séparée pour chaque morceau de terrain ou l'open terre. Ceci vous a coûté cher en effort, certes, mais quand est-ce qu'on va pouvoir s'attendre de voir cette rubrique numéro 11 au feuilleton ici? L'étude que le comité va faire, dans laquelle on voit qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera instauré. Je crois que ce que le député honorable ne comprend pas, c'est que cela relève de compétences fédérales. Et par conséquent, ce ministre et ce gouvernement n'ont pas l'autorité nécessaire pour effectuer des changements importants qu'il faut apporter au programme d'assurance des récoltes avant d'avoir l'approbation du fédéral. C'est pourquoi ce comité a également des représentants du niveau fédéral, d'Ottawa donc, et nous espérons pouvoir œuvrer rapidement, pouvoir étudier bientôt afin que le comité puisse venir avec quelque chose de concret. Et je peux assurer à l'honorable député que l'une des choses que nous examinons, c'est justement cette assurance séparée. Est-ce que vous nous indiquez donc que lorsque vous avez rédigé ce document, que l'une des promesses faites aux agriculteurs de l'Ontario et l'une qui est donc fort attendue, qu'en fait, vous n'avez fait aucune recherche quant à votre compétence de pouvoir faire cette promesse, ou ni même du prix de cette promesse, ni même de la consultation avec quiconque pour voir quelle sera la relation coût-efficacité avec ce programme. Et vous êtes contenté tout simplement de proposer ça sans savoir si ce serait acceptable ou pas, surtout pour ce qui est de cette assurance récolte. Monsieur le Président, je suppose qu'au moment où cela a été rédigé, on s'attendait au fait qu'il y aura un gouvernement libéral à Ottawa et qu'on aurait donc la collaboration de ce gouvernement
qui nous permettrait d'effectuer les changements qui, à notre avis, sont nécessaires à ce programme d'assurance récolte. Or, ce n'est pas le cas. Et je dois dire que nous n'avons pas obtenu la collaboration que nous avons espérée. Mais, en outre, j'ai beaucoup de respect pour John Wise, mon homologue à Ottawa. Il essaye de faire un bon travail, mais il a beaucoup d'autres aides qui sont difficiles aussi. Et je suis sûre qu'il y aura certainement des changements qui seront apportés. Et tous les changements qui relèvent de ma compétence, je les ferai. Sinon, il faudra attendre l'approbation du gouvernement fédéral. À l'ordre. Rappel au règlement. J'ai une déclaration très importante à faire. J'espère qu'on peut finir la dernière question. Le député de Oakwood. Monsieur le Président, j'ai une question au trésorier. Le projet de loi 38 pour modifier la loi sur les loteries. Je sais que vous n'avez pas l'intention de discuter le projet de loi 38, mais toutefois, vous n'avez rien dit à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous promettre si vous allez faire une déclaration aux municipalités et aux organisations sportives qui ne sont pas du tout contents avec ce projet de loi, que vous allez encore une fois engager votre gouvernement à encourager les sports dans cette province? Monsieur le Président, je crois que le député de Oakwood est très dévoué à la croissance et au soutien de la culture dans la province. Je voudrais dire, j'ai indiqué au leader en chambre des néo-démocrates que je n'avais pas l'intention d'aller de l'avant avec ce projet de loi. Mais il y avait une critique très violente du Parti néo-démocrate qui disait que nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce projet de loi. Mais j'aimerais dire ceci. Dans le passé, l'argent Je voudrais dire, Monsieur le Président, qu'en fait, la loi n'est pas nécessaire. Nous continuons à faire ce que l'ancien gouvernement faisait, c'est-à-dire ne pas dépenser l'argent recueilli des 2 loteries qui ont été désignées pour la culture. Et donc, il y a des fonds entre les mains de la province de l'Ontario. Et ma propre opinion, et je l'ai dit dans le budget, c'est que ce parti, c'est-à-dire ce gouvernement, est dévoué à augmenter la culture et les loisirs. Et comme on a dit plus tard, nous avons dépensé davantage au cours des 2 dernières années que les précédents gouvernements. Et nous voulons aussi avoir les mains libres pour étudier ces fonds pour financer les hôpitaux pour le traitement de cancer. À l'ordre. Le temps alloué.